5 milliards sur la table, une seule arrestation et tout bascule. Ce contraste brutal entre la masse financière projetée et la réaction des unités loyales à Ibrahim Traoré installe une tension glacée, clinique. Que signifie, pour un observateur extérieur, cette résistance organisée autour de Ibrahim Traoré face à une mécanique d'ingérence aussi ordonnée, si précise dans chacun de ses gestes? Derrière ces chiffres se dessine, pour qui accepte de regarder plus loin que l'épisode, un paysage entier de pressions croisées, d'architecture cachée et de marges de manœuvre resserrées, en silence, dans les couloirs institutionnels. Cette enquête promet une lecture structurée d'un mécanisme rarement observable. La manière dont un écart méthodologique, d'abord discret, devient un révélateur d'architecture institutionnelle. Le bénéfice pour le spectateur tient en une idée simple: comprendre comment un système réagit lorsqu'un signal faible se transforme en indicateur mesurable. La valeur ajoutée ne réside pas dans un jugement, mais dans la capacité à suivre pas à pas la logique interne, des premiers ajustements aux vérifications successives, puis au recoupement qui redessine la perception du risque. Ici, un micro-hook apparaît. Une anomalie de 17%, modeste en apparence, modifie soudain la profondeur analytique et force les équipes à reconsidérer l'ensemble du dispositif. Ce basculement confère au récit un enjeu clair: savoir à quel moment un détail cesse d'être un simple accident pour devenir un signal structurel. Pour le spectateur, l'intérêt est double: observer les méthodes qui stabilisent une enquête et comprendre pourquoi chaque variation, même minime, peut redéfinir la cohérence d'un environnement opérationnel soumis à des pressions graduelles. Une rupture discrète apparaît d'abord. Une anomalie chiffrée de 17% vient déranger la trame attendue et impose une réorganisation méthodologique immédiate. Ce glissement numérique, pourtant faible, devient dans les documents la première preuve d'une dérive installée, suffisamment persistante pour déclencher une série de vérifications croisées. Dans ce cadre, la présence d'Ibrahim Traoré agit comme un paramètre de contexte. Les pressions extérieures repérées dans la séquence préliminaire, notamment la tentative avortée évoquée plus tôt, prennent un relief nouveau lorsque les chaînes d'information révèlent des incohérences répétées. Les unités chargées du contrôle procèdent alors à un découpage systématique. Comparaison entre données historiques, extraction des flux récents, identification des écarts récurrents, distinction entre variations cycliques et anomalies consolidées. Rien n'est interprété comme indice politique. Tout est traité comme matière technique, un matériau brut servant à mesurer la cohérence interne d'un dispositif soumis à des sollicitations diffractées. Les documents montrent ensuite que la logique d'enquête ne se contente pas de pointer une irrégularité. Elle articule une succession de gestes méthodiques: repérage des déplacements atypiques, étude des contacts repérés dans les supports saisis, consultation des registres, observation chronologique des échanges autorisés. Cette granularité permet aux officiers de distinguer l'incident isolé de la dérive prolongée. L'enjeu n'est pas de désigner une intention, mais de déterminer si les flux observés renvoient à un comportement ponctuel ou à une tentative d'ingérence structurée. Un exemple illustre cette étape. Un individu étranger, mentionné dans les rapports, multiplie les passages entre sites civils et militaires sans justification opérationnelle. Le comportement, ni agressif ni explicite, suffit pourtant à déclencher une observation graduelle. Lorsque plus tard plusieurs numéros étrangers apparaissent dans les éléments saisis, la correspondance matérielle élargit le périmètre de l'enquête. Ici, la présence d'Ibrahim Traoré se retrouve en arrière-plan analytique. Elle n'est pas décrite comme moteur d'interprétation, mais comme cadre dans lequel la sensibilité institutionnelle se resserre autour des variations repérées,
Dans les premières phases de l'enquête, les rapports décrivent un petit noyau d'officiers techniques jouant le rôle de fil conducteur. Leur mission reste neutre. Appliquer les protocoles de contre-ingérence, vérifier les cohérences internes et déterminer si les signaux repérés correspondent à une irrégularité tolérable ou à un risque croissant. Le groupe n'est jamais présenté comme moteur politique. Il incarne plutôt une méthode, une discipline d'observation capable de transformer des fragments dispersés en pistes vérifiables. Un premier cas illustre cette approche. Un individu étranger, observé lors de mouvements répétés entre plusieurs sites civils et militaires, ne montre aucun comportement ouvertement menaçant. Cependant, la répétition de ces allers-retours, décrite sans emphase dans les documents, suffit à déclencher une vigilance graduelle. Les officiers suivent alors un protocole précis: comparaison des registres, étude des contacts, repérage des déplacements, puis contrôle méthodique des éléments matériels disponibles. Rien n'est interprété hâtivement. Tout est documenté pour clarifier la zone d'incertitude. Un second cas amplifie cet effet. Après une série de vérifications successives, plusieurs numéros étrangers apparaissent dans les supports saisis au cours d'une étape ultérieure. Leur présence ne constitue pas une preuve, mais agit comme un indicateur technique. Les analystes entreprennent alors des recoupements visant à distinguer l'irrégularité isolée de la dérive installée. Ce processus révèle les premiers impacts institutionnels: charge analytique accrue, segmentation des tâches, nécessité d'harmoniser les lectures internes. L'ensemble dessine un point clé: les effets précoces surgissent bien avant l'arrestation. Il se loge dans la façon dont la structure absorbe les signaux faibles et réorganise son attention. So what? La cohérence naît d'observations accumulées. L'activation commence par un signal faible. Un individu étranger circule entre plusieurs sites sans motif opérationnel clair et les déplacements répétés déclenchent une observation prudente. Les officiers notent les écarts, consignent les horaires, recoupent les contacts. Chaque geste est bref, méthodique, sans interprétation prématurée. Ce n'est encore qu'un frémissement, un début de tension qui s'installe dans la marge du dispositif. Autour d'Ibrahim Traoré, cette phase ne reçoit aucune coloration politique. Elle s'inscrit dans une procédure standard, une mécanique pensée pour identifier les variations avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. La structure surveille, mesure, ajuste. Le récit l'indique clairement. Rien de spectaculaire, mais une vigilance qui se densifie. Le point d'inflexion surgit lorsque les vérifications successives révèlent des correspondances matérielles inattendues. Des numéros étrangers apparaissent dans les éléments saisis, associés à des transferts évoqués dans les rapports. Les analystes ne concluent rien. Ils classent, comparent, structurent des tableaux de variation. Les flux internes sont confrontés aux données historiques, révélant une anomalie de 17% qui force un recalibrage immédiat. Là encore, la dynamique reste technique. Identifier ce qui dérive, comprendre comment la chaîne d'information s'est mise à perdre de sa cohérence, déterminer si la structure absorbe encore correctement les signaux. Les échanges sont relus, les déplacements vérifiés, les contacts rapprochés examinés. La tension monte, non par drame narratif, mais par accumulation de micro-écarts. Le dispositif passe de l'observation à la consolidation. Les officiers simulent un intérêt prudent pour les propositions de l'individu. Ils prolongent l'interaction, gagnent du temps, documentent chaque segment. Le but est simple: comprendre l'intention, identifier les relais, vérifier si l'initiative est isolée ou insérée dans un réseau extérieur structuré. Le climax survient lors de la rencontre du 8 novembre. Une opération calibrée est alors déclenchée. Le lieu est sécurisé. Les équipes resserrent les angles morts. La valise est saisie.
Les enregistrements sont collectés. Les listes de contacts deviennent des pièces centrales. L'interpellation se déroule sans confrontation, conformément à la stratégie décrite dans les documents. Cette séquence condense des jours d'observation en une seule action décisive. Les écarts, jusque-là théoriques, deviennent tangibles. Les analystes exploitent immédiatement les supports, téléphones, ordinateurs, documents physiques. Les métadonnées révèlent des liens vers plusieurs pays voisins et certaines structures européennes. Rien n'est interprété politiquement. L'objectif est d'établir la cohérence factuelle, d'identifier les schémas répétitifs ou les interactions opportunistes. La Duchan s'installe ensuite. Les équipes cartographient les flux, trient les données, distinguent les fragments isolés des motifs récurrents. Le dispositif passe d'un doute à une hypothèse, puis d'une hypothèse à un cadre d'analyse stabilisé. Cette onde résiduelle, telle que les rapports la décrivent, n'est pas un effet dramatique. C'est le résultat normal d'une séquence structurée en 3 degrés. Surveiller, vérifier, exploiter. La présence d'Ibrahim Traoré réapparaît ici comme prisme contextuel. La pression évoquée dans les documents n'est pas décrite comme intentionnelle, mais comme phénomène analytique, une donnée influençant la sensibilité institutionnelle. Ainsi se déploie la dynamique complète: activation discrète, montée méthodique, bascule opérationnelle. Les documents disponibles resserrent l'analyse autour de 3 indicateurs quantifiables. Chacun éclaire une dimension différente des ajustements internes et constitue un point de mesure essentiel pour comprendre comment une structure absorbe une pression graduelle. L'ensemble reste strictement technique. Aucune lecture normative, aucune extrapolation d'intention. Autour d'Ibrahim Traoré, ces variations servent uniquement de repères fonctionnels décrivant l'évolution d'un environnement institutionnel soumis à vérifications successives. Le premier indicateur relève d'une hausse de 37% des revenus issus de l'or. Cette augmentation signale un rééquilibrage interne des flux miniers sans interprétation politique. Les rapports soulignent que ce delta, même s'il paraît robuste, reflète une transformation structurelle plutôt qu'un mouvement circonstanciel. Il peut provenir d'une réduction d'intermédiaires, d'un ajustement contractuel ou d'une révision de procédure. Ce chiffre indique que la captation change de configuration fonctionnelle. L'intérêt pour l'analyse réside dans le fait qu'un tel déplacement modifie la circulation interne des ressources et impose une relecture de la cohérence économique. Dans un contexte où des signaux faibles sont déjà surveillés, cette hausse devient un marqueur précoce d'un réagencement plus large. Le deuxième indicateur concerne une progression de 28% des dépenses de sécurité. Cette hausse renvoie à un renforcement méthodique des capacités opérationnelles nationales. Ce delta décrit une intensification des priorités tactiques internes. Les dépenses évoquées, acquisition de matériel, extension logistique, programme de formation, traduisent un resserrement fonctionnel. Les analystes ne proposent aucune interprétation sur l'intention. Ils constatent seulement que la structure consacre, et va s'artoger, une part croissante de ses ressources à la consolidation de dispositifs déjà existants. Dans une séquence où les chaînes d'information ont montré des irrégularités persistantes, cette intensification répond à un besoin d'harmonisation et de stabilisation. L'environnement décrit autour d'Ibrahim Traoré donne à ce chiffre une valeur contextuelle. Il sert de mesure indirecte de la tension technique à absorber. Le troisième indicateur constitue un mouvement inverse, une baisse de 45% des aides extérieures conditionnées. Cette diminution implique une reconfiguration sensible des équilibres financiers. Ce recul oblige à redistribuer des ressources internes plus rapidement. Les rapports ne concluent rien sur les causes, se limitant à noter les faits. Les marges de manœuvre budgétaires changent, les dépendances se réagencent,
Les priorités sont reclassées. À ce stade, la dynamique s'inscrit dans un double mouvement, moins de ressources conditionnées, mais des flux internes renforcés. La baisse agit comme signal d'alerte structurel, car elle modifie la continuité des financements techniques. Elle devient aussi un repère important pour comprendre comment un système ajuste son architecture lorsqu'il perd une source significative de stabilisation extérieure. Pris ensemble, les trois indicateurs forment une matrice analytique cohérente. La hausse des revenus miniers modifiait la captation interne. L'augmentation des dépenses de sécurité restructure les priorités opérationnelles. La chute des aides conditionnées perturbe l'équilibre des soutiens extérieurs. Aucune interprétation politique n'est formulée. Tout repose sur les mesures constatées. Ainsi, les variations deviennent des outils permettant d'observer la manière dont un système absorbe les pressions combinées, redéfinit ses seuils d'alerte et renforce ses mécanismes internes. Mouvements visibles également dans le contexte entourant Ibrahim Traoré. Les documents disponibles présentent deux cadres d'analyse distincts, chacun solidement construit, et aucun n'est formulé dans une perspective politique. Les deux approches utilisent les mêmes données, les mêmes variations mesurées, mais les interprètent à partir de priorités opérationnelles différentes. L'exercice consiste donc à reconstruire leurs arguments sous leur forme la plus robuste avant d'articuler une réponse fondée uniquement sur les éléments techniques présents dans les sources. Le premier cadre d'analyse s'appuie sur l'idée que les économies enclavées ou fortement dépendantes d'infrastructures extérieures reposent historiquement sur des partenariats internationaux pour stabiliser leur chaîne d'approvisionnement spécialisée. Dans cette perspective, la baisse de 45% des aides conditionnées n'est pas un signal politique. Elle constitue un risque structurel. Elle peut affecter la disponibilité de certaines ressources critiques, compliquer la continuité des programmes techniques et imposer une redistribution interne rapide. L'argument fort de ce cadre réside dans sa prudence. Il priorise la stabilité matérielle, l'intégration économique et la prévisibilité administrative. Le second cadre adopte un angle inverse. Il s'intéresse à la capacité d'ajustement interne révélée par les deltas observés, la hausse de 37% des revenus issus de l'or et la progression de 28% et des dépenses de sécurité. Pour cette lecture, ces variations montrent que, même en situation de tension, une structure peut absorber les chocs, recentrer ses priorités, internaliser davantage ses ressources. L'argument fort tient à son réalisme technique. Il confronte les données externes réduites à des flux internes renforcés, offrant une image d'adaptation progressive plutôt que de fragilité. La réponse fondée sur les sources ne privilégie aucun cadre. Elle montre que les deux interprétations s'appuient sur les mêmes mouvements mesurables. L'une lie la dépendance extérieure comme facteur de risque, l'autre observe la réorganisation interne comme facteur de résilience. Ensemble, elles éclairent la transition institutionnelle repérée dans les documents, un système ajustant ses équilibres sans qu'aucune conclusion normative ne soit formulée. À partir de ce moment précis, les documents montrent que la dynamique bascule, les déplacements initiaux cessent d'être la source principale d'information, remplacés par l'exploitation méthodique du téléphone, de l'ordinateur et des documents saisis. Cette transition, entièrement décrite dans les rapports, révèle une architecture d'examen beaucoup plus structurée, où les correspondances techniques prennent le dessus sur l'observation comportementale. Les analystes identifient alors des contacts liés à plusieurs pays voisins ainsi qu'à certaines structures européennes. Aucun élément ne permet d'en déduire une intention ou une lecture politique. Il ne s'agit que d'interactions, de points d'appui permettant de cartographier les échanges possibles. Ce changement de focale constitue le véritable midpoint. La procédure n'avance plus par geste visible, mais par consolidation documentaire.
C'est aussi dans ce cadre que le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît indirectement, comme paramètre du contexte dans lequel ces vérifications sont menées. Les documents ne suggèrent rien de plus. Ils décrivent seulement une structure qui affine ses méthodes dès que des indices matériels suffisants émergent. La séquence se reconfigure ainsi autour d'un cœur analytique nouveau. Les informations disponibles permettent de structurer l'analyse des effets en 4 catégories fonctionnelles. Cette approche vise uniquement à comprendre comment une séquence opératoire, observation, interpellation, exploitation documentaire, produit des ajustements mesurables dans un système institutionnel. Le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît d'ici comme un paramètre de contexte, influençant la sensibilité avec laquelle les institutions interprètent les variations sans que les documents n'attribuent une intention particulière. Administration publique. Ce sont les premières structures touchées par l'incident. Elles doivent garantir la continuité des processus, stabiliser les chaînes décisionnelles et réorganiser leur seuil d'alerte en fonction des variations repérées. L'écart de 17% dans les flux internes devient un repère essentiel pour calibrer la charge analytique. Les équipes mobilisées ajustent donc le temps de traitement, resserrent les protocoles et stabilisent les procédures. Cette adaptation n'a rien de spectaculaire. Elle reflète un système absorbant une pression méthodique. 2. Entreprises et secteurs économiques. Les effets se répercutent dans les chaînes logistiques, les coûts, les délais et les approvisionnements. Les ajustements liés aux revenus miniers, pulse 37%, ou aux dépenses de sécurité, pulse 28%, modifient la planification interne de certains secteurs. Les entreprises les plus exposées doivent absorber ces variations, parfois en reconfigurant des partenariats ou en révisant leurs marges opérationnelles. L'incident devient un test de robustesse organisationnelle, révélant la capacité d'ajustement des chaînes économiques. 3. Population et usage quotidien. Les impacts apparaissent à travers les routines, la disponibilité des biens et les comportements de mobilité. Les ajustements administratifs ou logistiques, même discrets, modifient parfois les rythmes locaux. Les méthodes décrites dans les documents, relevé de prix, observation des flux, comparaison courte, fournissent un cadre neutre pour comprendre ces micro-variations. Dans ce contexte où intervenait indirectement Ibrahim Traoré, la perception de la continuité devient un indicateur important, non pas politique, mais fonctionnel. 4. Régions et zones exposées. Ces espaces sont analysés selon leur capacité d'absorption, infrastructure, circulation économique locale et dépendance aux réseaux extérieurs. Les effets varient en fonction de la densité des interactions et de l'exposition aux chaînes logistiques réorganisées. Les analystes cherchent à déterminer si les signaux sont circonscrits ou susceptibles de se diffuser vers des zones voisines. La logique reste descriptive. Établir si la structure locale absorbe ou amplifie les variations. Prises ensemble, ces 4 catégories décrivent un système réagissant par ajustements successifs. Aucun élément ne permet d'en tirer une conclusion normative. Les données montrent seulement comment un environnement institutionnel redéfinit ses priorités lorsqu'il est exposé à une séquence analytique structurée, dans un contexte où la présence d'Ibrahim Traoré agit comme repère de sensibilité. Les informations disponibles autorisent une modélisation prospective en 3 scénarios strictement techniques. Aucun ne cherche à anticiper une trajectoire politique. Il s'agit seulement de structurer l'évaluation des risques opérationnels à partir des variations mesurées, écarts internes, ajustements économiques, exploitation documentaire, reconfiguration des chaînes institutionnelles. Dans chacun des scénarios, la présence d'Ibrahim Traoré intervient comme paramètre de contexte, jamais comme moteur interprétatif. Scénario 1. Continuité maîtrisée. Les paramètres actuels restent relativement stables.
Les hausses mesurées, revenus miniers, plus 37%, dépenses de sécurité, plus 28%, et la baisse de 45% des aides conditionnées continuent d'influencer les équilibres, mais sans rupture structurelle. Les cycles administratifs demeurent opérationnels, les chaînes logistiques fonctionnent et les dispositifs d'harmonisation développés après l'interpellation jouent leur rôle. Dans cette hypothèse, l'ajustement reste progressif. Chaque variation déclenche une correction locale sans surcharge notable. Le système s'adapte sans excès de tension. Scénario 2. Renforcement et consolidation. Les capacités opérationnelles se structurent mieux. Les processus documentaires, exploitation des métadonnées, cartographie fonctionnelle, cohérence des analyses améliorent la fluidité institutionnelle. Les ressources internes renforcées compensent plus efficacement la baisse des aides extérieures. Dans cette trajectoire, les chaînes décisionnelles deviennent plus prévisibles et les marges d'erreur se réduisent. La configuration globale gagne en cohérence technique, avec un coût d'adaptation moindre. La dynamique repose sur une intégration plus fine des signaux observés. Scénario 3. Contraintes accrues. Les tensions augmentent si les variations internes s'intensifient ou si des perturbations extérieures fragilisent les chaînes logistiques. La baisse de 45% des aides conditionnées pourrait créer des zones sensibles. Les mécanismes de supervision devraient absorber un volume d'incertitude plus élevé et les flux internes seraient sollicités davantage. Dans cette hypothèse, le système doit compenser plus vite qu'il ne s'ajuste. La pression n'est pas liée à Ibrahim Traoré, mais au cumul des paramètres structurels. Plutôt que d'imaginer une trajectoire unique, l'analyse gagne à observer les transitions. Comment une variation se propage, comment une chaîne s'ajuste, comment un écart devient un signal structurel. Une lecture dynamique clarifie davantage que toute projection linéaire. Les documents disponibles proposent une segmentation utile pour comprendre comment une séquence opérationnelle se répercute différemment selon les publics concernés. L'enjeu n'est pas d'orienter l'interprétation, mais d'illustrer comment des variations mesurées, écarts internes, ajustements logistiques, modification des flux, influence des groupes dont les besoins ou les horizons diffèrent. Cette approche reste strictement d'analytique et ne dépasse jamais ce que les sources autorisent. Pour les jeunes actifs et les professionnels en début de parcours, les ajustements systémiques se perçoivent rapidement. Délais administratifs, stabilité des environnements de travail, accès à l'information. Ce groupe fonctionne souvent comme capteur précoce des variations. Une suggestion utile consiste à suivre l'évolution des compétences recherchées dans les secteurs sensibles car elle reflète directement les réorganisations structurelles. Pour les ménages établis, les communautés locales et les acteurs ancrés dans des routines régulières, l'analyse se concentre sur les prix, la mobilité et la disponibilité des biens essentiels. Les micro-variations détectées par les relevés de flux, décrits dans les rapports, permettent de comprendre comment certaines modifications restent localisées tandis que d'autres se diffusent lentement. Une seconde suggestion consiste à observer les signaux de résilience locale, car ils illustrent souvent la capacité d'un système à absorber les perturbations. Pour les acteurs externes ou mobiles, diaspora, partenaires techniques, structures hors territoire, la continuité des échanges et la circulation de l'information deviennent centrales. Les interactions révélées lors de l'exploitation documentaire ne produisent aucune conclusion, mais montrent la densité des réseaux impliqués. Comprendre cette densité aide à évaluer la stabilité des canaux. Ainsi, cette partie cherche moins à toucher l'émotion qu'à offrir une lecture claire de ce que les variations impliquent pour différents publics, sans déborder des éléments strictement factuels.
Les documents disponibles montrent que la structuration d'une réponse durable repose sur une logique précise: transformer une observation isolée en capacité institutionnelle reproductible. Cette approche n'ajoute rien aux faits, elle ordonne simplement ce que les rapports décrivent déjà. Autour d'Ibrahim Traoré, ces mécanismes apparaissent comme un cadre technique permettant de stabiliser les variations identifiées sans formuler la moindre lecture politique. 1. Consolider la surveillance et les seuils d'alerte. Il s'agit d'intégrer les flux d'informations existants, d'unifier les canaux et de définir des seuils permettant de distinguer anomalies ponctuelles et dérives installées. La mesure clé porte sur la rapidité de détection et la cohérence des données. 2. Optimiser la gestion des ressources essentielles. Les documents suggèrent de cartographier les capacités, de repérer les dépendances critiques et de renforcer la redondance logistique. L'évaluation se fonde sur la disponibilité des stocks et la mobilité des équipes, éléments déterminants dans une période d'ajustement répété. 3. Améliorer la communication interne et la sensibilisation. Les organisations décrites mettent en avant la nécessité d'outils de coordination, de modules de formation et de messages harmonisés. La cohérence des instructions réduit les erreurs opérationnelles et stabilise les routines. 4. Renforcer les partenariats techniques. Cette étape vise à mutualiser certaines ressources, partager les protocoles et harmoniser les procédures. Les résultats se mesurent à la fluidité des échanges et à la rapidité d'exécution. 5. Instaurer un cycle d'évaluation continu. Des audits réguliers permettent d'ajuster les priorités, d'améliorer les protocoles et de consolider l'apprentissage institutionnel. Cette boucle renforce la capacité d'absorption lorsqu'une variation sensible réapparaît autour d'Ibrahim Traoré. L'ensemble constitue une progression cohérente, strictement fidèle aux données sources. Le motif discret qui traversait les documents, la capacité à transformer une observation isolée en apprentissage institutionnel, ressurgit ici pour refermer la boucle ouverte plus tôt. Dans les premières phases, un petit groupe d'officiers suivait méthodiquement des déplacements irréguliers, notant chaque détail sans extrapolation. Ce geste, modeste en apparence, devient dans la conclusion le point d'appui d'une maturité analytique plus large. Autour d'Ibrahim Traoré, ce mouvement n'est jamais décrit comme politique. Il constitue un cadre où la vigilance technique se renforce à mesure que les signaux s'accumulent. Les séquences paraissaient fragmentées: observation, vérification, exploitation documentaire, mais le fil qui les relie est uniforme. Chaque étape prépare la suivante, chaque ajustement stabilise l'ensemble. Le motif du contrôle patient, déjà présent dans les premiers cas étudiés en P4, éclaire la cohérence du parcours. Rien n'est spectaculaire, tout est construit. Cette conclusion ne délivre pas de message normatif. Elle rappelle seulement que la robustesse d'un système se mesure à sa capacité d'apprendre de ses propres traces, même infimes, et d'intégrer progressivement ce qu'elle révèle. La solidité naît de l'attention. Les analyses présentées n'imposent aucune conclusion fermée. Elles invitent simplement à poursuivre l'examen des mécanismes observables. Les documents montrent qu'un système évolue rarement par rupture brusque, il progresse par ajustements successifs en intégrant les variations, les écarts et les signaux faibles. Ce mouvement, déjà mis en lumière au fil des parties précédentes, souligne que chaque structure gagne en clarté lorsqu'elle confronte ses méthodes à d'autres regards et à d'autres pratiques. La perspective la plus utile n'est donc pas de figer une interprétation, mais d'ouvrir un espace d'échange. Comparer, questionner, relier, trois gestes simples permettant d'affiner la compréhension des dynamiques décrites
qu'il s'agisse de flux internes, de pressions extérieures ou de cohérence informationnelle. Pour prolonger cette réflexion, la question demeure ouverte. Quelle dimension technique ou méthodologique souhaiteriez-vous explorer pour éclairer d'autres mécanismes similaires?